pièce de Gabriel Laroute, qui donc a été créée à Paris en 1976. Voilà. Peut-être que là aussi l'auteur se disait, bon, je le fais et puis on n'aura pas à y revenir, malheureusement, encore une fois. Alors c'est un huis clos, hein. Voilà. Et en voyant un peu les répétitions, là, moi ça me fait penser à certains films, hein. On parlait de Tarantino, moi je pensais plus à un film yougoslave, dont malheureusement j'ai oublié le titre, mais qui se passe comme ça aussi, la confrontation de deux personnages pendant l'éclatement, après l'éclatement de l'explosion. Le Serbe et un Serbe ou un Bosniaque se font face, mais c'est un peu la même idée. Donc là, en l'occurrence, c'est un nazi et c'est un juif qui se font... un ancien SA. Un ancien SA. Tu précises parce que... Ouais, parce que il n'est plus nazi. Ouais. Il est emprisonné depuis 10 ans, donc c'est un ancien SA. Alors on ne sait pas trop pourquoi il était emprisonné. On ne sait pas trop. Il a dû, bon, à un moment dans le texte, on comprend qu'il a refusé, il a dû trahir, il a dû avoir une prise de conscience. En tout cas, il a refusé d'aller au front pour Hitler, parce qu'à un moment, il s'est posé une question, peut-être justement l'humain l'a emporté, il s'est dit bon, j'arrête de penser trop au nazisme, donc on a dû le mettre en prison là-dessus, à cause de ça. Mais malgré tout, il reste campé sur ses positions quand même. Ah, il est allemand, hein, donc voilà, il a encore le... Comme il est allemand, mais il y a des Allemands. Non, mais je veux dire, il est allemand, il est nazi, l'ancien SA. Et puis surtout le propos de se retrouver face à un juif, il dit mais c'est pas possible, comment ça se fait que moi, face à la mort, face à cette... parce qu'on va être condamné à mort, je me retrouve dans une situation aussi inextricable que celle-ci. Donc c'est ça. Mais en revenant sur l'exemple du Serbe et du Croate, le film, tu parlais justement, c'est la même chose. Pour moi, je veux resituer ce texte-là. Je ne veux pas le resituer dans l'histoire 39-45. Pour moi, c'est une histoire intemporelle. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça peut être un juif, un allemand, un palestinien, un israélien, un serbe, un croate, un tutsi, un hutu, puisqu'on a fêté malheureusement l'anniversaire de... Ouais, voilà, j'aime pas fêter l'anniversaire, c'est assez bizarre de dire tout ça. Donc voilà, il y a tous ces gens qui s'entretuent, on ne sait pas pourquoi, pour une histoire de religion, de fanatisme, tout ce qu'on veut en isme, donc qui font que on ne comprenne plus pourquoi. On dit à un moment dans le texte, l'homme, dès qu'il est seul, il réfléchit. Dès qu'il se retrouve en troupeau, en groupe, là il y a une notion de groupe qui fait que le groupe devient une personnalité, et on est emporté par ce groupe, et on sent, en plus le fait d'être dans un groupe, on se dit c'est pas moi, c'est le groupe. Voilà, il n'y a plus de je, c'est plus on. Voilà, et ça c'est important. Et ce qui soulève Gabriel Laroute là-dessous, c'est justement se poser la question, faut-il qu'on arrive à se retrouver, que deux personnes se retrouvent dans un huis clos face à la mort pour pouvoir s'expliquer. Mais deux c'est mieux parce que tout seul c'est pas assez. Et puis trois, comme disait Brassens, dès qu'on est plus de deux, on est une bande de cons. Donc deux c'est pas mal parce que... Il y a une vraie relation humaine, il y a une vraie relation, un rapport de vie, parce que dans l'histoire qui est celle de Louis avec 45, il y a la grande histoire qui est à l'extérieur, et en même temps, après dans la pièce, on a les petites histoires de chacun. Voilà. Et on commence à comprendre pourquoi l'un se retrouve en prison, les deux, on comprend parce qu'eux-mêmes se racontent. Donc on se raccroche à toi quand on se retrouve à deux comme ça. Face à la mort, on veut raconter sa vie. C'est pareil, face à la mort, je veux raconter ma propre vie. Pour au moins, comme ça, si je vais mourir, j'ai tout dit, voilà ce que j'ai pensé. Et surtout dans une situation comme celle-ci qui est de, on ne s'est pas aimé, tu m'as pas aimé, mais surtout un qui n'a pas aimé l'autre, pourquoi tu m'as pas aimé? Et on va venir aux explications qui sont assez succinctes, mais on va revenir vraiment au rapport humain. On va essayer de se comprendre pourquoi l'homme est comme ça. Alors là, les deux personnages se racontent et en se racontant, ils se rendent compte finalement du piège dans lequel on essaie de les faire tomber. Voilà. Je crois qu'on peut le dire, enfin on peut le dire. Parce que c'est dans le dossier de presse. Donc là, en plus le fait de se retrouver tous les deux, donc l'un doit, donc les nazis disent à l'un aux deux détenus, qui doivent tuer le co-détenu pour pouvoir avoir la vie sauve. Ils le disent évidemment à chacun. À chacun différemment dans leur coin. Et en plein milieu, il y a un couteau qui traîne, personne ne sait où il est. Donc il y en a un qui le découvre, donc Raphaël va le découvrir, le juif, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est là. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on se retrouve dans ce huis clos, avec une arme en main et avec ce contrat? La donne change. La donne change forcément. Les mots deviennent armés d'un coup. Voilà, ils s'arment physiquement, ce qu'elle veut dire. Les mots s'arment physiquement avec un objet, et donc là, une fois qu'on a un objet entre les mains, surtout une arme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va aller
réellement au conflit, au combat, pour pouvoir avoir la vie sauve? Est-ce que le fait de tuer l'autre, je vais réellement avoir la vie sauve? Parce que, bien sûr, je veux, moi, dans mon parti pris, que ça soit intemporel, mais le problème, c'est qu'il y a des nazis. Les nazis, c'est des nazis, voilà, c'est toutes les exactions qu'ils ont fait, toutes leurs énormes guillemets expériences qu'ils ont pu faire durant toute cette guerre-ci. Donc voilà, faut pas se leurrer, les nazis s'amusent. Voilà, alors justement, le SA, il a quand même, j'allais dire, il peut prendre l'ascendant sur l'autre parce que physiquement, il est on devine plus entraîné, plus robuste aussi face à combatif, voilà. Et par contre, l'autre, c'est l'autre qui tient dans un premier temps le couteau en tout cas. Voilà, et c'est ça le paradoxe. Le bon paradoxe de Gabriel Amoud, on se dit, voilà, ça aurait pu être l'Allemand fort qui aurait pu avoir le couteau. Donc, ça faisait un peu beaucoup. Ça faisait un peu beaucoup, la pièce serait peut-être arrêtée, en fin de compte. Mais en fin de compte, le fait que Raphaël le Juif ait le couteau entre les mains, donc là on rentre dans une vraie discussion, commence à philosopher autour du lame. Voilà. Et l'Allemand, Max, lui, le fait d'être emprisonné donc, depuis 10 ans, a peut-être déjà eu une crise de conscience. Donc de se retrouver dans une situation comme ça, il commence aussi à se dire oui, je vais réfléchir, mais est-ce que si je le tue, est-ce que je vais réellement être sauf? On en doute. Même en doute assez rapidement au début de la pièce. Oui, ce qui est assez logique parce que c'est le plaisir malsain. Le plaisir malsain, c'est ce que dit Raphaël, justement, Raphaël aurait préféré se retrouver face à un mur et être fusillé, comme ça c'est fini. Tandis que là c'est perverse, c'est la vraie perversion que font les nazis. Ils jouent avec leur peur, ils jouent avec. Pour eux, ces gens-là, il veut dire, Raphaël, ils doivent jouir de ce plaisir-ci, de la peur des autres. Et voilà, c'est ça que Gabriel Amoud soulève aussi en même temps dans le texte que dit Raphaël. Ce qui est important aussi, c'est se dire qu'ils vont céder. Face à la mort, l'un et l'autre vont s'entraider pour céder, pour se dire, on va aller à la mort ensemble. D'accord, ok, il y a un couteau. Mais déjà, malheureusement, inconsciemment, une fois qu'il y a une arme, une fois que c'est dit, c'est dit. Mais le couteau il est toujours là, donc dans l'inconscient, il y aura des soubresauts au niveau de la pièce. À un moment, leur affrontement va arriver au paroxysme de l'affrontement physique, verbal, pour savoir jusqu'où on va. Même Raphaël le dit à un moment, dans la pièce, il faut se libérer de sa propre peur pour accéder à autre chose. Donc on se fait vraiment peur au maximum. Donc il cède à un moment, c'est Raphaël qui a vraiment peur, donc Max et l'Allemand va l'aider pour lui dire non, lève-toi, il faut que tu fasses face à la mort, on va y aller ensemble. Il y a un moment, bon, ok, il accepte plus ou moins, et après il y a une bascule, c'est Max qui commence à se laisser un peu aller en se disant non, je vais mourir. Donc là il commence à se poser 15 millions de questions autour de la mort, je n'ai pas envie de mourir seul, donc là Raphaël va l'aider. Donc ils vont s'aider, c'est une histoire de bascule, c'est chacun. Dans ce spectacle, en fin de compte, il y a deux partitions qui vont faire une musique ensemble. Ils se lient d'amitié, d'amour, de relations humaines, toute l'histoire autour des êtres humains, autour de la religion. Petite religion, c'est pas du prosélytisme ou quoi que ce soit, mais c'est la religion avec un grand R, le côté noble du mot religion, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire de juifs avec l'histoire de la Torah, du christianisme. C'est la religion comme sauf-conduit. Comme sauf-conduit, voilà. Quand on arrive aux portes de la mort, est-ce que la religion peut nous sauver ou pas? Mais il n'y a pas de question de religion. C'est vraiment les questions de l'être humain. Et alors, bon, on l'a dit, en commençant l'entretien, on pense à plein de choses. Alors, à un moment donné, on pense aussi à la grande illusion de Jean Renoir, au moment de l'évasion, Gabin essaye à la fin de s'en sortir seul, et puis il fait appel à ça. Il va rechercher son copain juif, qui ne peut plus marcher parce qu'il s'est fait les entorses. Mais il se rend compte qu'en même temps, il ne peut pas l'abandonner, et puis qu'en même temps, c'est à deux qui s'en sortiront ou qui s'en sortiront pas. Voilà, c'est à deux, ils vont se dire. Montrer plus intelligent. Plus intelligent que l'autre, voilà. On se dit on va y aller à deux. Voilà, c'est simple que ça. Que ça soit pour une liberté, comme l'exemple de la grande illusion, ou dans le texte là, on va y aller quand même à deux vers cette sortie inévitable. Voilà, quelle sortie? Il y en aura une, mais voilà, on y va à deux, main dans la main, on y va en tant qu'homme, debout face à tel événement, face à l'horreur, on y va à deux. Les yeux grands ouverts. Justement, c'est pour ça qu'en venant sur l'histoire des fusillés, ceci, cela, ce que dit Raphaël, Max fait l'inverse, il dit non, on va y aller tous les deux, mais les yeux ouverts, on y va, on va leur montrer qu'on est des hommes aussi, qu'on n'est pas dans le bon sens du terme. Ok, on va accepter notre propre mort, mais dans notre propre mort, c'est un peu une certaine rédemption de l'un et de l'autre par rapport à ce qu'ils ont pensé, surtout Max. Voilà, on y va ensemble, on va voir ce qu'il y a derrière la barrière.
derrière le mur. C'est le mur qui finit à la fin. Un mot des deux comédiens, alors il y en a un qu'on connaît bien, enfin qu'on a vu déjà un peu dans ces problématiques-là, c'est Joël Amadi. Et puis l'autre, Hermon Vivien. Voilà, donc Joël Amadi, donc on s'est découvert donc un peu l'histoire un peu de ce texte-là, cette anecdote de création, c'est que donc j'ai rencontré Marc Charouette, on se connaît depuis 3 ans à peu près, puisqu'on était venu jouer ici avec une compagnie, le Faubourg de Scapin. On l'a joué ici, qui a bien tourné. Donc lui m'a fait une commande. C'est une commande en tant que metteur en scène. Il m'a dit est-ce que tu souhaites le monter? J'ai dit oui. Il m'a présenté les comédiens. Lui qui t'a amené sur ce texte-là. Voilà, il m'a amené sur ce texte-ci. Donc il m'a présenté les deux comédiens, on en a discuté ensemble. On a fait des lectures. Bon, on s'est dit ok, on part ensemble. Donc là, après Joël, j'avais déjà vu jouer sur le Dreyfus. Arnaud, je connaissais un petit peu comme ça sur Montpellier. Sur certains spectacles plus, je ne veux pas dire café-théâtre, c'est pas péjoratif, mais il joue, là en ce moment il a mis un spectacle en scène au Kawa Théâtre et il joue dans un spectacle aussi. Pour dire qu'il est capable. Il est capable, voilà. C'est vraiment un registre quand même. Voilà, c'est ça. Pour en arriver là, c'est qu'il y a une grosse performance d'acteur aussi autour de ce spectacle-ci, autour de ce texte-là, puisqu'il n'y a rien, il n'y a que du texte, dans le bon sens. Et ce texte-là, c'est la force du texte, la force des comédiens qui doivent nous entraîner plus l'espace, leur corps. Voilà. Et donc, ils s'y prêtent très très bien. Alors, c'est tout ce qu'on a pu évoquer, y compris des références au passé, c'est quand même des univers, à chaque fois, j'allais dire pour cause, mais pas forcément pour cause, très masculin. Oui. Non mais là, en l'occurrence, oui, là. Le rapport de force est toujours plus fort parce que c'est deux mâles qui s'affrontent. Je pense que ça doit être ça, c'est le fait de deux mâles qui s'affrontent. Donc c'est toujours une histoire de... Lorsque deux mâles s'affrontent, que ce soit dans le règne animal, c'est toujours une histoire d'affrontement de qui va avoir le pouvoir. Voilà. Et c'est vrai que le fait de se retrouver avec deux hommes là, c'est qui va avoir le pouvoir, et le fait d'avoir un pouvoir avec nous, dans ce texte-là, en tant qu'être humain, en plus avec une arme. Donc est-ce que le fait d'avoir une arme dans l'humain, on devient plus fort que l'autre, ou c'est juste l'utilisation de cette arme qui fait que je deviens plus fort? Et c'est vrai que l'affrontement mâle-animal, qui devient animal entre eux, et c'est pour ça que je l'ai fait travailler, on a beaucoup travaillé aussi sur le rapport physique entre eux, pour montrer l'animalité des hommes aussi à l'intérieur de ces deux personnages. Que ça soit Raphaël, qui peut être tailleur pour homme dans le civil, on va dire ça comme ça, mais il y a au fond de lui-même, bien sûr, une fois qu'il se retrouve avec un couteau, une fois qu'il y a un affrontement physique, il faut qu'il se défende, c'est tout à fait légitime de sa part. Et donc qui va l'emporter? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est avec la pièce, mais voilà, c'est pour arriver vraiment au paroxysme de la violence physique. Il faut qu'on en arrive là pour qu'ils comprennent. Voilà, qu'ils arrivent pour que l'être humain arrive à comprendre que c'était pas la bonne parade par rapport aux animaux, ou à un animal, ou pour arriver au paroxysme, pour pouvoir gagner, il faut tuer. Nous, on est un peu plus intelligents. C'est vrai qu'on en parle. Entre autres. Donc le fait que ce soit deux hommes, bon, ben, après je ne sais pas si deux femmes dans la même situation, ça aurait été le même rapport, je ne sais pas, c'est très compliqué. Très compliqué. On termine en disant un mot du son, parce que là on voit la répétition, il n'y a pas de son, le son est important. Le son est important, la lumière est importante, donc la création lumière est faite par Nicolas Ferrari, qui a une petite scénographie, donc même si c'est un huis clos, il y a tout un travail de lumière, qui est aussi une création, donc une scénographie, la lumière. Donc il y a tout un jeu avec les lumières, c'est pas une histoire que faire des effets, hein, pour moi, il faut avoir des belles images, parce que c'est aussi esthétique, hein, le théâtre. C'est pas forcément jouer que sur ombre et pénombre. Non, c'est un travail de clair-obscur, mais justement tout un travail entre les personnages qui travaillent au lointain ou à l'avant-scène, pour qu'on puisse voir un peu les caractères de chacun, parce que le lointain peut évoquer peut-être vers la mort, l'avant-scène un peu plus la vie. Après, ça c'est l'interprétation que chacun pourra en faire. Et les sons sont importants aussi, c'est une création sonore de Nicolas Larousière. Parce qu'il y a l'évocation de l'hymne, c'est ça? Voilà, entre autres de l'hymne national nazi, qui est Hans Wesselund. Mais la musique peut être très viril aussi. Très viril aussi, hein, donc comme le dit Max, à un moment il s'est utilisé pour aller faire ses exactions. Mais en même temps, il y a tous les sons extérieurs. Donc c'est pour ça que Nicolas il a voulu travailler les sons extérieur, parce qu'il y a une vie, c'est un huis clos, mais il y a quelque chose à l'extérieur, il y a aussi des bruits intérieurs, comme toute prison. Donc voilà, des petits sons qui sont très importants. Et donc Nicolas a voulu, lui, faire un travail au niveau de la multiphonie, il appelle ça. Donc il va y avoir les sons qui vont tourner au fur et à mesure dans la salle, mais dans le public aussi, puisque le parti pris que je souhaite,
dans ce spectacle, c'est que le public soit dans le spectacle, dans le huis clos aussi, et qu'il devienne lui-même un peu les voyeurs de ce spectacle aussi. Qu'ils entendent les propres sons qui sont à l'intérieur de la prison, qu'ils entendent des sons à l'extérieur, donc les sons vont arriver à droite, à gauche, de derrière le public ou du lointain, tout dépendra des sonorités que Nicolas va créer aussi à l'intérieur. Histoire vraiment de montrer que c'est pas... Je le trouve mélancolique. Mélancolique. Il cherche à nous exciter. C'est en chantant le Hort Wessellied que nous allions saccager les quartiers juifs. Tu as écouté les paroles? Non. On peut mettre n'importe quelle parole sur la musique. La musique est innocente. Il y a des choses que tu ne devrais pas faire. Pardon? Tu as dit que tu ne savais pas te servir d'une arme et que tu ne t'en servirais pas. C'est vrai? Tu as dit aussi, on ne doit faire que ce que l'on sait faire. Je crois, oui. Alors pourquoi te permets-tu de siffler? Oui, c'est vrai. Quand on ne sait pas se servir de sa bouche et qu'on n'a pas d'oreille, on se tait. Non, j'admets, hein, j'ai pas l'oreille musicienne. Pourtant, parfois, tout seul dans ma salle de bain, j'arrivais à chanter agréablement. Enfin, pour moi. J'avais même acheté un harmonica et je m'exerçais. Je me débrouillais pas si mal. C'est sans doute ton harmonica que tu as laissé tomber tout à l'heure. Moi, j'ai laissé tomber quelque chose. Oui, toi. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Tu m'as même regardé à la dérobée pour t'assurer que je n'avais rien vu. Moi, je vous ai regardé à la dérobée? Donc vous vous êtes sûrement trompé. Sûrement pas. C'est toi qui essaies de me tromper, juif. Moi, je vous assure. Tu ferais mieux de dire la vérité, mon petit ou pas? M'approchez pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que je te fasse du mal? Arrêtez! Tiens. L'harmonica. Écoutez, je vous assure que... Tu m'assures quoi? Tu me jures quoi? Que c'est un harmonica d'une fabrication spéciale? Et quel air avais-tu l'intention de me jouer avec cet instrument-là? Je n'avais pas l'intention de me servir de cette arme. J'ai sorti ce couteau parce que vous marchez sur moi. Comment l'as-tu eu, ce couteau? Tu ne pouvais pas savoir. Et un couteau comme celui-là, tu ne pouvais tout de même pas te le fouer dans le trou du cul. Croyez-moi si vous voulez, je l'ai trouvé là-bas quand ils ont allumé par terre. Quoi? C'est à ce propos que j'ai parlé de la sécurité que j'avais tout ça tout à l'heure. Alors ils auraient mis le couteau exprès à notre disposition. Mais bien sûr. Mais oui, c'était une idée géniale pour déclencher une bagarre. Suppose que nous l'ayons découvert en même temps, ce couteau. Tu t'imagines la ruée? Avec les jeux sur du velours. Même si nous étions les meilleurs amis du monde, fatalement nous serions amenés à nous sauter à la gorge. Eh bien, bravo. 1 minute d'inattention et tu avais gagné. Ça m'apprendra à faire confiance à un youtre. Vous qui n'êtes pas un youtre, ni une fripouille, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Un ancien essai héroïque. Si vous l'aviez trouvé, ce couteau, vous m'auriez proposé de le partager? Je ne l'aurais pas caché. Je n'aurais pas fait de discours. Soit moins virulent quand même, Raphaël. Ouais. Un petit peu moins. Voilà. Fais gaffe, Arnaud, quand tu tournes, reste bien dans ta position, parce que après tu pars, tu ouvres l'espace et là, ça, de toute façon, tu ne peux rien. Reste au milieu, tu sais, comme on avait dit, et hop, t'as le pendu, t'as plus qu'à tourner. Et après, supposons, tu sais, sur ta longue tirade, tu vas vers lui, tu vois le côté, on essaie de faire total, puis d'un seul coup, il se braque. Voilà, donc vas-y, n'aie pas peur. Pour reprendre le couteau, là, quand tu tournes, tiens, l'harmonica. Direct, tiens, sûrement pas, c'est toi qui essayes de me tromper, juif. Je vous assure. Tu ferais mieux de dire la vérité, mon petit, ou pas? Alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que je te fasse du mal? Arrêtez!
l'harmonica. Écoutez, je vous jure que... Tu me jures quoi? Que c'est un harmonica d'une fabrication spéciale. Et quel air avais-tu l'intention de me jouer avec cet instrument-là? Je n'avais pas l'intention de me servir de cette arme. J'ai sorti ce couteau parce que vous marchez sur moi. Comment l'as-tu eu, ce couteau? Tu ne pouvais pas savoir. Et puis un couteau comme celui-là, tu ne pouvais tout de même pas te le fourrer dans le trou du cul. Croyez-moi si vous voulez, j'ai trouvé là par terre quand ils ont filmé. Quoi? C'est à ce propos que j'ai parlé de la sécurité que j'avais tout seul. Fais la réplique juste d'avant, c'est ça qui te donne la lancée, Raphaël. Joël, pour venir à l'avant-scène. C'est là, j'ai trouvé juste devant, là. C'est à ce propos que j'ai parlé de la sécurité que j'avais tout seul. Quoi? Alors ils auraient mis ce couteau ici exprès, à notre disposition. Mais bien sûr, c'était un truc génial pour déclencher une bagarre. Suppose que nous l'ayons trouvé en même temps, ce couteau. Tu t'imagines la ruée? Bah, t'as un petit instant, tu peux t'arrêter là. Suppose que. Puis lui te rebraque un petit coup. Et bien sûr, c'était un truc génial pour déclencher une bagarre. Suppose que nous l'ayons trouvé en même temps, ce couteau. Tu t'imagines la ruée? Ah, il joue sur le velours. Même si nous étions les meilleurs amis du monde, fatalement nous serions amenés à nous sauter à la gorge. Eh bien, bravo. Une minute d'inattention de ma part et tu avais gagné. Ça m'apprendra à faire confiance à un loutre. Vous qui n'êtes pas un loutre, ni une fripouille. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, un ancien essai héroïque, si vous aviez trouvé ce couteau? Vous m'auriez proposé de le partager? Je ne l'aurais pas caché. Je n'aurais pas fait le discours. Je t'aurais tranché la gorge, simplement, le moment venu, d'une oreille à l'autre. Oui, vous êtes de l'espèce qui tue. Pour vous trancher une gorge, ce n'est rien. Rien qu'à dire, ça vous plaît la langue. D'une oreille à l'autre. Moi, je ne suis pas d'arrasé tueur. Même pour me défendre, je ne pourrais pas vous tuer. Et je ne le veux pas. Et j'en ai rien à foutre de ce couteau. Et je n'aurai jamais rien à en foutre. Vous le voulez? Je vous le donne. Tenez. Ramassez-le. Tu veux jouer ça? Eh bien, soit. À genoux, juif, fais ta prière. C'est plus commode d'égorger quelqu'un. Discute pas, obéis, termine! Imbécile. Alors tu crois que je vais faire le spectacle pour ces salauds? Voilà ce que j'en fais de votre couteau, bande de fumier! Allez, ça. Ramasse-le. Vous vouliez tellement tout à l'heure, vous savez tellement bien ce que vous en feriez. Eh ben tu vois, je n'en veux plus. Arnaud. Allez, ça va, Non, moi, allez, ça va, mon petit chien. Je plaisante, hein, Arnaud, mais voilà, c'est mieux avant. Allez, ça va. Tout, on arrête.